Et bienvenue à tous. Bienvenue à tous et merci d'être là pour cette session de digestion, n'est-ce pas? On est là pour parler de cloud. On est là pour parler de cloud. En fait, c'est quoi les fondations du cloud? Moi, j'ai beaucoup passé de temps à ce qu'on me dise que les fondations du cloud étaient quelque chose, si vous avez de la virtualisation, vous avez les fondations du cloud. Je m'inscris en faux. Ce sont des produits. Les fondations du cloud, pour moi, sont 4 éléments. Le premier, c'est l'identité et l'audit. La grande nouveauté du cloud computing, ça a été la possibilité de savoir qui a merdé, de pouvoir pointer un index vengeur. Vous vous souvenez de l'époque où l'hosting provider, en fait, tu avais un compte OVH pour 500 personnes dans la boîte? Eh bien, c'est ça qu'il faut ripe off. La première volonté, sa première chose qu'a fait Amazon, c'est d'avoir des comptes qui se subdivisaient et la capacité de savoir qui fait quoi. L'Identity Access Management, c'est à la fois la capacité d'avoir des droits différents, des identités différentes, mais également l'auditabilité, c'est-à-dire savoir qui a fait quoi quand. Pour moi, ça, c'est la première racine du cloud computing et c'est la première chose dont on a besoin. La deuxième fondation du cloud computing, mais écoutez en fait, c'est la notion de marketplace et de wholesaling. En fait, comme je le disais, le cloud, c'est avant tout être un grossiste. La raison pour laquelle tu signes une boîte de cloud, c'est qu'ils vont te fournir des choses, tu ne sais pas si tu en as besoin ou non. En fait, quand le DSI signe avec un cloud, en fait, il ne sait pas de quoi a besoin ses équipes. Il sait qu'il aura peut-être besoin de database as a service, peut-être besoin de VM, peut-être besoin de plateforme as a service, peut-être besoin d'une plateforme pour ses industrialisations qui vont faire le boulot. On met à jour les slides. Ok. Mais en fait, on ne sait pas encore de quoi on va avoir besoin et il faut être grossiste. Donc le deuxième pilier pour moi du cloud computing, c'est un accès à une marketplace qui te permet d'avoir accès à tout ça. Le troisième point du cloud computing, c'est l'invoicing et l'affectation. En fait, comme le cloud, comme l'IT au global est devenu un centre de coût monumental dans les entreprises, la question de qui dépense quoi quand est devenue importante. Pourquoi c'est important? Parce que si jamais vous venez acheter chez nous la capacité à envoyer quelques mails voire MailPace, en fait, quand tu t'appelles Maïf, ça te gonfle de traiter une facture de plus. Que tout soit intégré dans une seule grande facture, ça te va très bien. Par contre, la question que tu poses, c'est qui consomme quoi comme budget. Et donc pour ça, tu as besoin d'être capable d'affecter les dépenses à un projet, à une BU, on verra où est-ce qu'on l'affecte. Mais la deuxième chose, c'est le contrôle la troisième chose, c'est le contrôle des coûts. Et pour terminer, c'est l'accès et l'intégration, soit l'unification de l'expérience du cloud. API, CLI, SDK, UI intégré. Ce que te fournit un cloud provider, c'est avant tout l'accès unifié à ces produits-là. Ça, selon moi, c'est le cloud computing. VMware, ça n'est jamais qu'un sous-produit, d'un sous-machin truc. Parce qu'aujourd'hui, on te vend de l'infrastructure as a service et tu l'achètes, mais demain, tu achèteras peut-être du lambda, demain, tu achèteras du quantum computing. On ne sait pas en fait exactement ce que les gens vont acheter dans le cloud computing. Ce qui est important, c'est d'avoir fourni les plateformes d'accès. Et ça, c'est le cloud. Ça, c'est la plateforme qu'on fournit de base chez Clever, c'est les piliers sur lesquels on fournit. Et après, on vient en chasser des produits dedans. Et c'est de ça dont on va parler à présent. Et du coup, dans cette volonté d'organiser les choses, de pouvoir effectivement, au niveau de la facturation, être capable d'affecter les budgets par projet, etc., il y a un des concepts qu'on a inventé il y a quelques années, mais qui commence à arriver doucement dans la plateforme. Et cette année, vous allez beaucoup le voir. Comment? Il ne marche pas le schéma. Mais attends que je clique. Je fais des animations, mais il ne reconnaît pas mon talent d'animateur. Et donc, effectivement, cette notion-là, elle est complexe. Parce que affecter des coûts, c'est lié à la capacité d'organisation des entreprises. Or, est-ce que nous, on est les bonnes personnes pour savoir quel est votre modèle organisationnel? Non. Est-ce qu'il y a une autre boîte qui est la bonne? Non. Pourquoi? Parce que chaque boîte a son organisation. Donc c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on permet de faire les choses
tout en étant générique. Et c'est là que le concept des semantic tags intervient, c'est qu'il nous permet d'exprimer des choses comme, eh bien, j'ai une BU, une business unit, qui s'appelle A, qui est implémentée avec une application et une base de données, bien entendu un Postgres, Laetitia. Et donc, ça nous permet d'avoir cette granularité et d'avoir un groupement qui permet de dire, à la fin, dans le billing, quel est le coût de la BU A. Et puis, on va avoir une BU B, et eux, ils développent en Java. Et arrivé là, on va être capable donc de taguer chacun des produits, etc., à la fois de s'en servir pour de l'organisation, pour de la gestion de droits, pour de la facturation. Puis, on va peut-être regrouper ça au sein d'un projet P, projet d'un environnement donné qu'on va vouloir éventuellement cloner. Et puis, vous allez peut-être avoir effectivement une communauté de développeurs, des développeurs PHP d'un côté, ou Java de l'autre, qui du coup auront peut-être accès à l'entièreté du parc Java d'un côté, ou PHP de l'autre. Et de manière transverse, vous allez avoir les équipes de DBA, qui eux vont avoir accès aux bases de données. Cette complexité organisationnelle, nous, on ne peut pas la deviner, c'est la vôtre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer ces notions de tags sémantiques qui vous permettent d'exprimer ça. Et là-dessus, vous pouvez être créatif. Ce qui est important dans le tag sémantique, c'est que donc, tout objet de premier niveau Clever Cloud, en fait, vous pouvez lui attribuer un tag avec dedans un 2 points, ce qui vous permet en fait quelque part d'en faire une mini base de données de gestion. Et ces tags, vous allez les retrouver du système d'accès de droit, dont on va parler un peu plus loin, jusqu'à la facturation. Et donc, tout le système de modélisation de Clever, la UI, le système d'accès de droit, etc., repose sur cette notion de tag sémantique qui en fait permet de modéliser le plus possible d'organisations différentes sans qu'on vous impose un schéma organisationnel, mais vous prenez le schéma organisationnel qui vous plaît. L'Identity Access Management de Clever, donc on le reconstruit en ce moment à partir de quelque chose qui est Eclipse Biscuit, qui est une technologie qui est née chez nous, qui depuis a été adoptée par plein d'autres gens, notamment des gens comme Dassault, et qui vient d'être versée à la fondation Eclipse. C'est une technologie qui est très intéressante parce qu'au lieu de faire des droits, en fait, si vous voulez, Eclipse Biscuit ne vous dit pas qui vous êtes et force chaque service à se positionner par rapport à ça. Eclipse Biscuit intègre les droits sous forme de code. Et donc, on va exécuter ce code-là et on va savoir, en fonction du contexte, si vous avez le droit d'y accéder ou non. Donc, ça peut être, j'exécute les droits, et en fait, effectivement, il y a un rôle, sauf que le rôle a été décliné dans un système de droit qui permet de dire, oui, j'ai le droit de lister toutes les applications. Ça permet de dire également, oui, j'ai le droit de lister toutes les applications taguées développement, tu vois, type développement, ou PHP dev, ce genre de choses qu'on a dit avant dans les semantic tags. Donc c'est le moment où ils viennent s'accrocher l'un à l'autre. Mais ça permet également d'avoir d'autres choses. Oui, j'ai le droit de me connecter au serveur depuis tel pool d'IP du lundi au vendredi de 9h à 18h. Parce qu'encore une fois, l'évaluation va être sémantique et va avoir lieu à ce moment-là. Et à chaque fois qu'on fait une évaluation, on génère une trace d'audit. Et cette trace d'audit, on va la stocker pour être capable de fournir un audit log carré de ce qui se passe. Pratique, non ? C'est en cours de rollout dans Clever. C'est déjà intégré dans Pulsar, Topic as a Service, dans Materia dont on va vous parler, dans le Key Management System, dans Autoroshi et Clever AI. Et c'est en train de s'intégrer dans tout le reste des produits. Et c'est le gros boulot de cette année en termes de roadmap. Globalement, quand on discute avec vous depuis des années, vous êtes très satisfait du pass et vous nous dites toujours il me manque un truc, il me manque quelque chose qui ne rentre pas bien dans du pass. Alors soit c'est de plus hautes abstractions comme du function as a service, soit c'est plus bas, du Kubernetes, du IaaS, etc. Donc on a pris note de ça et on s'est organisé et on travaille depuis des années à faire cette transition du platform as a service vers le everything as a service en termes de catalogue de services de cloud. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le premier enjeu pour nous, c'est d'abord de créer un Cloud OS. On est éditeur de software. Quand on fait du software, dans le cloud, il faut faire son Cloud OS. Si apt install Cloud Operator, ça existait, ça se saurait. Bon, il y en a qui pensent que c'est le cas, mais ce n'est pas le cas. Donc les enjeux pour écrire un Cloud OS, c'est à la fois d'être résilient, d'être distribué, mais d'être intégré. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est que souvent, le cloud provider vous impose des choses en termes de choix de région, de zone de disponibilité, etc.
mais parfois il ne se l'applique pas à lui-même. C'est-à-dire que vous avez déjà vu des pannes de région dans lesquelles il y a d'autres services du cloud provider qui ne fonctionnent plus. Donc nous, l'enjeu qu'on a eu derrière, c'est d'écrire cet OS de manière complètement distribuée pour que lui-même soit résilient à la panne d'une AZ, sans perte d'état. Donc on a une continuité de service tout le temps. Et ça, c'est très important. Et on est en train de livrer les premières briques de ça. Donc pour vous, ça va être quasi invisible au départ. Sauf que ça va nous permettre aussi de délivrer des nouveaux services sur lesquels vous allez voir ça progressivement arriver avec des nouvelles capacités sur lesquelles on va vous donner plus de contrôle au fur et à mesure. Un point qui est important, quand on dit distribuer, souvent on est venu nous voir en disant mais pourquoi vous n'utilisez pas le projet XYZ ou ce genre de choses. Tu veux dire Kubernetes? Non, pas nécessairement, on l'a fait avec d'autres trucs avant. En fait, si vous voulez un vrai système distribué capable de scaler à des milliers de machines, votre système doit être capable de savoir où il met les pieds. Et pour ça, c'est une spécificité des systèmes distribués, des systèmes comme Zookeeper, Cassandra, etc., qu'on appelle être rack aware. Rack aware, ça veut dire que la machine sur laquelle vous l'installez est consciente d'où elle est physiquement, pour être capable de gérer ses affinités, anti-affinités, être capable de gérer une vraie redondance. Tout système distribué qui ne se prétend pas être rack aware est en fait incapable de fonctionner en multi-AZ et en multi-région. Et donc, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de donner cette capacité rack-aware à la totalité du modèle, y compris des logiciels qui aujourd'hui sont distribués mono-région, leur donner cette capacité de s'exprimer en multi-région. Et c'est pour ça que c'est beaucoup de travail, parce qu'en fait, on code un système distribué complexe. Et on va vous expliquer comment on le fait. Et donc, une fois qu'on a ce logiciel, il est question de la distribution. Où est-ce qu'on l'installe, où est-ce qu'on l'utilise? Et pour ça, on a le principe de cloud versatility. Tu veux dire un mot là-dessus? Avec plaisir. Le principe est de dire que le cloud, en fait, selon nous, c'est avant tout le logiciel et la facilité d'utilisation, quel que soit l'endroit. Donc ça peut être positionné dans les Clever Cloud Regions. On a 13 régions dans le monde, certaines avec beaucoup d'AZ, certaines avec moins d'AZ. Donc AZ, c'est les Availability Zones. En clair, c'est un data center. Une Availability Zone, c'est distant de plus de 4 km, moins de 100 km. Enfin, il y a une notion de network en plus qu'on néglige un peu dans cette définition-là, mais globalement, l'idée d'une AZ, c'est de dire qu'on va multiplier les data centers de la même région, et plus on va multiplier les data centers, plus si on en perd un, il n'y aura pas de conséquences. Donc, on essaye de faire grossir en même temps toutes les zones. Il est évident que pour l'instant, la plus grosse zone, c'est Paris, mais on essaye de faire grossir l'ensemble des zones. Donc, soit vous pouvez déployer Clever Cloud dans les Clever Cloud Regions, sinon, vous pouvez le déployer chez vous. En fait, on a des clients qui déploient chez eux parce qu'ils veulent une résilience totale à une perte d'accès Internet ou quoi, ou réseau, ou parfois ils ont d'autres dépendances. Et donc, dans la capacité de déployer chez vous, on-premise, eh bien, vous pouvez l'avoir également managé ou complètement air-gap. Air-gap, ça veut dire qu'on forme des équipes chez vous et c'est vous qui opérez. C'est plus complexe, certes, mais c'est possible. Et puis, en fait, vous pouvez le mettre dans un autre cloud, ce qu'on appelle du remote cloud. Et là, deux modèles. Soit vous le mettez sur des champions locaux. Si on parle de la France, aujourd'hui, Clever Cloud a une zone publique sur OVH et une zone publique sur Scaleway. Mais vous pouvez également avoir des zones. On a une zone gouvernementale sur Cloud Temple et une autre zone gouvernementale sur Outscale. Et on ne demande qu'à ouvrir des zones publiques sur ces deux endroits-là. Comme je le disais ce matin, on a un problème de collaboration de manière générale en Europe et en France. Tout le monde veut absolument réinventer dans son coin ce qu'il n'arrive pas à faire chez lui. Mais dans l'absolu, on pourrait très bien imaginer ouvrir l'ensemble de ces zones-là à l'ensemble des clients. C'est quelque chose qu'on sait faire. Et en fait, Clever Cloud peut tourner sur des hyperscalers. On n'a pas encore trouvé le modèle économique, mais on le fait déjà pour des clients en privé, de façon à faciliter leur migration vers du Clever Cloud. En fait, on va lancer du Clever Cloud dans une zone hyperscaler et progressivement la ramener. Et les local providers, des fois, c'est d'autres gens. Il y a par exemple, au Middle East, notre zone publique, elle est sur du Oracle Cloud. Et la dernière façon de déployer, c'est du Edge. Le Edge, c'est plus près de l'embarqué dans toute sa complexité. Ça peut être de l'embarqué connecté, de l'embarqué déconnecté ou des fois connecté. La vision qu'on a là-dessus, c'est à un moment donné d'arriver même à un chip qu'on vient fournir en SDK pour que les gens puissent implémenter des choses dessus. L'exemple que je donne toujours, c'est par exemple du parc-mètre. Il y a un peu de logiciel dedans, il y a un parc à déployer, et quand on veut le mettre à jour, on veut déployer tout le parc en même temps.
Donc ça permet aussi autre chose dans le monde industriel, c'est de faire l'OTA, c'est-à-dire l'over the air as a service, et de donner aux constructeurs la possibilité de dire livre ton produit très tôt et fais-le évoluer, puisqu'on te permet de le faire évoluer en te gérant ça de manière gestion de parc complètement distribuée. Ce qui est important, c'est que dès la conception de Clever Cloud, ce cahier des charges, il était là, ce qui veut dire qu'on a toujours été capable de le faire. Là où d'autres technologies, et je pense à des gens qui essayent de détourer désespérément des technologies hyperscaler pour les faire tourner sans hyperscaler, ou des technologies comme Outpost pour essayer de les détourer complètement, en fait, ils galèrent à bosser en mode déconnecté. Outpost, vous virez la fibre, le truc crash, quoi. Et en fait, nous, on a un truc qui est de base fait pour cette versatilité-là. Et cette versatilité-là, pour moi, c'est la fameuse libération des entreprises qu'on attend dans le multi-cloud. Et c'est ce qu'on promet comme possibilité de faire des choses de façon beaucoup plus simple, en fait. Parlons produit. On s'est dit que c'était intéressant de faire un petit rappel parce qu'on publie notre changelog de tout ce qu'on fait sur la plateforme, que ce soit une mise à jour de runtime, un nouveau produit disponible, une extension, une fonctionnalité ajoutée à un produit, etc. Ce changelog, il est consultable sur ce qu'on appelle le Developer Hub, qui est disponible au sein de la documentation Clever Cloud. Et n'hésitez pas à aller voir parce qu'il peut y avoir des choses qui vous intéressent en particulier, plus que d'autres. Et c'est le bon moyen de filtrer tout ça, sachant que vous avez un flux RSS, s'il y a des gens qui l'utilisent encore. Attention. On est également en train de moderniser pas mal de choses au niveau de l'expérience utilisateur, notamment au niveau de la console, avec un nouveau tunnel de commande pour la mise en place d'applications ou de bases de données. Et tout ça va nous amener progressivement, et on espère même dans l'année, à une toute nouvelle console qui va beaucoup mieux refléter toutes les futures capacités de Clever qui vont au-delà du pass. On ne veut pas tomber dans le piège qu'on considère être adopté par tous les autres providers, qui sont que quand vous allez sur un cloud provider, vous rentrez dans la complexité organisationnelle de ce provider. Chez tous, vous arrivez, vous avez les VM, les bases de données, tel service, tel service, tel service. Mais en fait, vous, ce qui vous intéresse, c'est votre projet. Et vous voulez voir les entités qui correspondent à votre projet. Ce n'est pas à vous d'aller dans VM, dans DB, etc. Vous pouvez le faire. Mais en fait, ça, c'est les semantic tags qui vous permettent de savoir comment vous voulez organiser la visualisation des services que vous voulez voir. Et donc, on est en train de travailler sur cette nouvelle console qui va implémenter les semantic tags à la fois dans la gestion de droits et à la fois dans l'affichage. Un petit point sur cette nouvelle console. Vous pourrez jouer avec à tel point qu'en fait, c'est un projet open source, cette nouvelle console. Et donc, vous pourrez soit faire des PR dessus, soit déployer votre version à vous si vous le souhaitez. Alors, tu fais bien de le préciser, on a des clients. Tout ce qu'on publie dans la console, ce sont des web components qui sont open sourcés. Et on a des clients qui, effectivement, reprennent à leur compte certains de ces composants-là et recréent une expérience en interne avec un portail développeur chez eux pour rajouter de l'intégration avec leur métier, etc. Donc, très bon point. Ou un cloud provider qui voudrait intégrer une partie des produits Clever pourrait s'en servir pour faire une intégration dans son portail. Là, c'est toi. Ah, c'est moi ça. Sinon, j'y vais. Donc, Product Release Cycle, en fait, ça nous permet aussi d'être précis sur comment est-ce qu'on release des produits. En fait, les produits chez nous, ils sont d'abord releasés dans l'API. Des API, ils glissent dans le SDK. Des SDK, ils glissent dans la CLI. Ensuite, ils glissent dans les web components et ils finissent dans la console. En clair, quand un produit apparaît dans la console, on sait qu'il marche. Si vous voulez jouer avec les tests, vaut mieux se positionner ici. Tous les tests, tous les bêta-tests, toutes les nouvelles intégrations, en fait, on les fait au niveau de la command line interface. Et si vous n'avez pas encore assez joué avec la command line interface, globalement, tout va se passer là. Et c'est là qu'on va faire en sorte que ça avance. C'est corrélé avec un truc qui est la product maturity. Oui, il y a quelques temps maintenant, on a mis en place effectivement une product maturity qui nous permet de faire mûrir en fait la maturité produit et au sein d'étapes entre guillemets de maturité.
on s'est dit que c'était intéressant de vous le communiquer parce qu'on a nos process internes, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas spécialement communiqué, mais il y a effectivement des étapes pour lesquelles le produit devient plus ou moins public. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui se construisent avec vous, parce que vous nous avez remonté un besoin, une idée, on a co-construit ensemble, on l'a intégré dans notre roadmap et on s'est dit que c'était logique aussi de l'élargir et de le fournir au-delà de votre pur besoin. Et donc, on construit ensemble, et ça peut être les étapes tech preview, alpha, public ou privé. Dès lors qu'on est en bêta, on est public. On n'est pas encore en global availability, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'il y a encore un peu de documentation à faire, il y a la formation du support, etc., pour que vous puissiez bénéficier de la meilleure expérience quand le produit est en GA et que l'entreprise dans sa globalité soit prête à vous accueillir dessus. Et puis c'est important aussi d'être capable de se dire qu'un produit qui, pas forcément qui ne fonctionne pas, mais qui est peut-être terminé d'un point de vue, tu vois, un jour Kubernetes, les gens ne l'utiliseront plus sans doute. Et ben donc il y aura l'étape de sunsetting. Non mais c'est une blague à part. Donc voilà, donc c'est la maturité produit et ça vous permet aussi de comprendre à quelle étape vous voyez le produit. Si c'est un produit alpha, il peut très bien fonctionner, mais ça veut dire qu'on attend vos retours pour aussi le faire mûrir, le faire passer en bêta, puis ensuite aller en GA. Donc si jamais vous êtes un client qui a des besoins de production et vous attendez un produit en GA et qu'il est en alpha, le produit, n'hésitez pas à aller le tester. Plus vous allez le tester, plus on va accélérer vers la GA. Continuons sur le PaaS. Le PaaS, c'est notre cœur de produit, notre cœur de métier historique. Sur le PaaS, on a pas mal de nouvelles choses. Notamment, on a fait l'intégration en partenariat avec Redirection.io, qui vous permet de bénéficier de notions de redirection très métier, très haut niveau, et qui, du coup, vous permet aussi d'arbitrer entre plusieurs ventilations au sein de plusieurs applications en fonction des différents contextes. On a intégré FrankenPHP, qui est une nouvelle façon de faire du PHP également, plus performante. On gagne jusqu'à 3,5, un facteur de 3,5 sur les performances. On a des nouvelles bases d'images dans la manière dont on construit les images des runtime. Les runtime, c'est les applications Java, Node, etc. En clair, on va arrêter d'être en retard sur les images de base, parce qu'en fait, on a reconstruit toute la continuous integration de tout le système d'exploitation, en fait. C'est ça. Et cette nouvelle image, elle intègre beaucoup de nouveaux outils, notamment comme Mise, UV, etc., etc. Donc, on est beaucoup plus réactif que ce qu'on a pu être, et notamment parce qu'on mettait en place tout le nouveau plan de testing dans lequel, aujourd'hui, on va même avoir la possibilité de vous proposer de définir vos propres tests pour valider vos images. Si, par exemple, vous utilisez un binaire quelconque et que c'est important pour vous, vous pouvez définir un test qui valide que dans la nouvelle image sur laquelle vous voulez partir, vous êtes en conformité. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on avait nos tests historiques, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des trucs vraiment très improbables. Une fois, on a cassé une image parce que c'est la distribution du cron tab, de cron, qui était pété. Il ne supportait plus les tirets entre deux chiffres. C'était dur à prévoir. Et bien en fait, avec cette nouvelle architecture-là, tout ce qu'on va rencontrer, on peut l'ajouter en plan de test et pour la validation des images qu'on envoie en production. Donc ça va éliminer énormément de cas sur lesquels parfois on release une image et puis il y avait un petit cas qui cassait pour telle ou telle raison parce qu'on ne l'avait pas vu. Et vous pourrez contribuer vos propres tests. À côté de ça, comme on le disait, via le nouveau CloudOS qu'on développe, on va aller vers une toute nouvelle expérience de PaaS. Et on va aller beaucoup plus loin que ce qu'on vous fournit aujourd'hui. Donc là, on fait un peu de prospective, mais il y a pas mal de choses, de ces choses-là, qui vont arriver dans l'année. La première, c'est la notion de traffic gateway. Un traffic gateway, c'est que vous allez pouvoir définir votre politique de trafic, votre gestion de load balancing, automatiser la création de VPN vers notre infrastructure. Aujourd'hui, quand vous le faites, c'est faisable, mais vous passez par le support pour demander des connectivités spécifiques. Là, vous allez pouvoir tout automatiser sur la gestion du réseau et de la gestion du trafic avec Clever. La deuxième, c'est sur les production policy. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Il y a des entreprises qui ont les développeurs qui développent, certes, qui shippent du code, mais il y a besoin d'avoir les ops qui contrôlent les mises en prod.
Historiquement, on va raconter une petite anecdote, c'est qu'on allait dans les boîtes et puis on disait ah, regarde, l'expérience de dev, elle est top et les développeurs seront heureux. Et il y avait pas mal de DSI qui nous disaient alors c'est top, mais là vous mettez la moitié de mon équipe au chômage. Tous mes ops, j'en fais quoi? Et historiquement, on n'avait pas de réponse à ça, parce qu'on n'était qu'un produit orienté développeur. Il y a deux choses qu'on a fait pour remédier à ça. C'est à la fois les production policy qui permet aux ops SRE de contrôler les mises en production, de contrôler avec des étapes de validation qui peuvent être complètement définies par l'utilisateur. Et c'est aussi de transformer tous nos outils de back-office, d'administration de la plateforme dans la console. C'est-à-dire qu'il y aura le produit de base de données, mais il y aura aussi le produit d'administration de la base de données. Donc pour une base de données, ça veut dire qu'un DBA, il va pouvoir définir des politiques de gestion d'index, de slow query, de n'importe quoi, au sein du produit. Pareil pour du SRE, pareil pour de l'observabilité, etc. Donc tous les outils qu'on avait en interne pour opérer la plateforme deviennent des outils disponibles pour les équipes opérationnelles des entreprises. Le troisième point, c'est historiquement, on met à jour les images dès qu'il y a des CVE, dès qu'il y a des problèmes de sécurité, etc. Et on en est très content, mais en fait, vous ne le savez pas. Et donc, on s'est dit que c'était important de vous donner l'accès à ça, en toute transparence, de quels sont les CVE, les failles sur lesquelles vous êtes impacté ou pas, qu'est-ce qui est patché ou pas, d'être capable aussi de vous donner une note globale au sein de vos organisations sur votre hygiène sécuritaire, ce qui vous permet aussi de piloter, et ça c'est plutôt pour vos RSSI, mais qui permet d'avoir une vue globale de votre gestion sécuritaire au niveau de votre parc applicatif. Aujourd'hui, vous avez la capacité de définir des PCA et des PRA. Les PRA, parfois, sont montés en passant par le support pour synchroniser deux régions entre elles. On a pour objectif de faire du PRA one-click, c'est-à-dire de vous dire, pour un périmètre donné, dites-nous qui et quelle est la région cible. Et comme on connaît votre graphe de dépendance entre une application et ses bases de données, ses Redis, etc., on est capable de vous dire, OK, on vient monter la réplication asynchrone vers la région distante et on vous a fait la réplication de tout l'environnement de manière asynchrone parce qu'on ne va pas pénaliser vos performances en local. Et ça, en un clic. Personne ne fait ça. C'est notre objectif pour l'année. On va inclure aussi la notion d'environnement. Vous avez tous des environnements, production, développement, recettes, intégration, production 2, production 3. Aujourd'hui, vous le faites en dupliquant vos contextes applicatifs et on n'est pas satisfait de ça. On pense qu'on peut faire beaucoup mieux, notamment à deux niveaux. C'est que les environnements, c'est une notion applicative dans laquelle, effectivement, vous allez définir un ensemble de choses par environnement, typiquement un ensemble de variables d'environnement, une branche donnée qui correspond à ça, etc. Mais on ne veut pas non plus être intrusif dans votre manière de développer. Donc le but, c'est plutôt de rendre ça connectable avec votre CI/CD, d'avoir vos équipes de QA qui viennent valider une branche, ça merge derrière, on build. Pour nous, tout ce que vous poussez, de toute façon, ce sera de la production pour nous. Mais les environnements vont vous permettre de dire facilement aussi au niveau d'un projet, là j'ai mon environnement de production, je vais le cloner et j'en fais mon environnement de recette. Et je n'ai pas tout à reprovisionner, etc. Si certains utilisent du Terraform, vous n'en avez même plus besoin. La petite sucrerie à ce niveau-là, c'est qu'on va vous permettre de régler les notions d'isolation entre environnements. Si jamais vous voulez faire du canary testing sur une application, vous allez pouvoir dire je crée un autre environnement dans lequel je garde la même base de données. Par contre, je duplique l'environnement de cette application-là. Et vous allez pouvoir contrôler la gestion de trafic pour dire j'envoie un pourcentage sur mon autre branche, mais qui tape quand même mes données de production. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'ouvrir à du canary testing, du A/B test, etc. Donc c'est très intéressant. Et la dernière notion, c'est d'être capable d'avoir un catalogue de repositories. Donc le catalogue de repositories, c'est quoi? C'est globalement qu'on a un écosystème de partenaires, un marketplace, mais on veut pousser ça au niveau du PaaS. C'est-à-dire qu'on croit dans le modèle du PaaS, on pense qu'il est vertueux dans la bonne gestion sanitaire et applicative de l'expérience utilisateur. Or, aujourd'hui, on a un problème avec ça, c'est que la plupart des solutions qui existent en PaaS, c'est globalement un gros Git public dans lequel les sources sont publiques, ce qui est bien pour tout ce qui est open source, mais il y a énormément d'éditeurs qui sont closed source et qui ne rentrent pas dans le modèle du PaaS. Le
catalogue de repos, de dépôt, pardon, il est là pour résoudre ça et faire en sorte qu'on puisse avoir un écosystème d'éditeurs qui rentrent dans le modèle du pass, qui bénéficient de tout le management de la sécurité, des images, etc., mais en ayant leur IP, leur propriété intellectuelle qui soit quand même protégée et en ayant des repositories qui soient achetables, entre guillemets, ou c'est un marketplace de repositories. Passons aux databases. Donc, dans les derniers mois, ce que nous avons activé sur les databases, c'est à la fois la capacité du coup de préciser à l'activation vos plugins, ce qui était plus conforme, parce que sinon, historiquement, quand vous faisiez une migration de DB, soit en version, soit en taille, les plugins ne suivaient pas automatiquement. Aujourd'hui, c'est le cas pour Elastic, et c'est également le cas pour Postgres. Pour Postgres, la conséquence, elle est double, c'est que historiquement, on embarquait toutes les extensions avec. Comme on avait les extensions avec, les extensions qui n'étaient pas migrées en Postgres 16, 17, bientôt 18, eh bien, en fait, on était coincé pour vous les livrer, puisqu'on ne savait pas si vous les utilisiez ou pas, et donc on ne pouvait pas livrer une nouvelle image. Maintenant qu'on a le profil d'extension par utilisateur, c'est-à-dire qu'on peut livrer très facilement toutes les nouvelles versions, puisque si vous n'êtes pas concerné, vous n'activez pas les extensions qui vous posent problème. Donc ça nous résout le problème de mise à jour de Postgres. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a le 16 et 17 qui arrivent dans les prochains jours. On a aussi un monitoring qui est amélioré sur les bases de données, grandement. Et on a l'intégration Network Group. Les Network Group, on en revient un petit peu plus tard. Et on a activé aussi cette année quelque chose qu'on faisait, mais qu'on a grandement amélioré. Je vais vous le montrer. Parce qu'on vous dit souvent qu'on fait des backups. Vous voyez les backups, ils sont dans votre interface, vous pouvez les télécharger, vous avez la main dessus, très bien. Sauf que ce qu'on dit toujours, c'est qu'un backup, il est valide si on arrive à le restaurer, n'est-ce pas? Le slide est là, du coup. Et en fait, là, ce qu'on vous montre, c'est justement le reporting de ça. Et tous les jours, on prend un certain nombre aléatoire de backups qu'on vient restaurer de manière complètement aléatoire. Et donc, ça nous permet de valider si les backups sont disponibles. Et on a un reporting qui dit succès, tout s'est bien passé, voilà les backups que j'ai restaurés, tout va bien. Des fois, ça ne se passe pas bien, mais ça nous permet de le savoir et du coup de redéclencher le backup en question. Donc ça, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, on suit la politique de backup par défaut. Mais ça vous permettra aussi, dans quelques temps, de définir votre option de testabilité de backup qui pourra suivre vos policies de backup, puisque vous pouvez définir si vous voulez un backup journalier pendant 7 jours, hebdomadaire, etc., etc. Et je reviens ici, et un des objectifs qu'on a cette année sur les bases de données, c'est d'activer les plateformes analytiques as a service. Aujourd'hui, les bases de données vous servent de modèle transactionnel, vous avez votre vie temps réel, vos applications, et vous avez aussi besoin d'analytique. Et c'est pour ça qu'on le verra, on a mis en place un Metabase. Ce monde analytique, il est important parce qu'il vous permet d'avoir du requêtage différencié de votre monde transactionnel, mais sans contraindre vos applications temps réel. Et ça, ce qu'on veut faire, c'est rendre ça transparent, pareil en un clic, comme le PRA d'ailleurs. Peut-être un point qui est important sur des features comme celle-ci, enfin plutôt comme celle d'après là, c'est en fait c'est un niveau de maturité de produit dans lequel on est en train de rentrer, qui fait que voilà, c'est pas on a du PG à lancer, on va mettre un opérateur dans un cube, quoi. Ça fait 15 ans qu'on opère des PG at scale en ayant beaucoup et de très nombreuses. Et donc la question, c'est comment on rentre dans un produit en allant dans la description précise des choses comme effectivement aller jusqu'à restaurer les backups ou pas à la journée, changer les versions de plugins ou pas. C'est des choses assez précises qui vont permettre d'aller plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs qui ont cette maturité-là dans le marché, d'aller chercher les petites bêtes sur ce genre de choses. Parce qu'en fait, les autres acteurs sont encore dans la phase de découverte du produit où ils te disent, mais attends, il suffit de lancer les choses. En fait, le maintien en condition opérationnelle, c'est du temps, c'est du travail. Et rentrer dans les détails de produits, pour moi, c'est ça qui est important. Surtout quand après, on le rack avec le système d'IAM et compagnie. Un petit mot sur Clever AI. Je ne vais pas aller en détail dessus parce qu'on a un talk dédié sur le sujet. Tout ce qu'on peut vous dire là-dessus, c'est que
on a voulu créer quelque chose qui allait solutionner l'AI pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le marketing, on n'est pas dans nous on a le plus gros modèle qui fait que non. C'est pas du tout là-dessus qu'on s'est positionné. On s'est dit ok, c'est bien, mais les gens concrètement, comment ils font de l'AI dans les entreprises? Il y a la phase exploratoire. Est-ce qu'on peut dire la vérité? La vérité, c'est... J'ai peur. J'ai dit à David, écoute gros, j'aimerais bien qu'on ait un truc qui fasse comme ça dans l'AI, ça doit bien exister sur le marché, histoire que l'intégration de l'AI soit propre dans Clever. La réponse de David a été non, ça n'existe pas. Très bien David, ceci est un produit, fais-le. Et le produit est là, il est disponible en démonstration et on vous en parle tout à l'heure, c'est à 16h15 selon le retard. Ouais, il faut avancer, très bien. Donc, en très rapide, du coup, sur Clever AI, donc c'est Enterprise Grade, on le verra pourquoi, mais il y a des politiques de retry, etc. J'avance un peu plus vite. Ça nous permet d'avoir des images spécialisées aussi pour vous, pour vos besoins. On a une gamme hardware et des accélérateurs, notamment, tu parlais de Vessora, je pense, ce matin, qui permettent du coup aussi d'avoir des besoins un peu spécifiques. Et là-dessus, on sait mettre en place ces solutions-là. Si vous êtes très intéressé par les solutions hardware qu'on va proposer là-dessus, les gens avec qui discuter, c'est soit Steven, soit moi, soit Jean-Baptiste, qui connaissent bien ces dossiers-là, ou bien sûr Sarah. On bosse aussi avec une boîte qui s'appelle ZML, qui est très intéressante et qui permet de faire de l'inférence à haute performance. Et vous aurez aussi une idée de comment on peut développer des Clever Agents, qui vous permet d'automatiser des choses avec des LLM derrière une API. Et c'est assez phénoménal ce que ça permet de faire aujourd'hui quand même. Et sans vouloir rentrer dans des poncifs pénibles sur Clever AI, moi personnellement j'ai complètement changé ma façon de travailler ces derniers temps. J'ai un peu l'impression de vivre le même genre d'AHA moment que mon ami Frédéric ici présent, qui m'a expliqué que maintenant la réalité virtuelle ça marchait et qui a viré. Je suis arrivé chez Frédéric l'autre jour, j'étais surpris, il n'y avait plus, d'habitude c'est un mec qui se baladait avec 4 grands écrans dans son salon sur lesquels il bossait, ça avait disparu et à la place il y avait un casque de réalité virtuelle. Il m'a expliqué qu'il bossait 12 heures par jour avec un casque sur la tête. J'ai trouvé que c'était fascinant. Là c'est ça, et en fait aujourd'hui il faut que toutes les boîtes prennent le relais tout de suite de ce qu'on est en train de construire dans l'intelligence artificielle. Ce qu'on est en train de faire, c'est un produit d'accès. On vous en parle dans le code, mais surtout, s'il y a un truc à retenir du Cleverfest, c'est ce qu'on est en train de construire là-dessus, parce que c'est ça qui fera notre compétitivité à tous dans les mois qui viennent. Alors du coup, il passe sa journée à parler tout seul. C'est un peu chelou. Il y a quelques années, on vous a présenté notre fonction as a service, la technologie de fonction as a service. On était tellement fiers de la technologie, on avait un peu oublié de faire le produit. Mais du coup, on était comme la tech était bien. La tech était très bien. Elle est toujours C'était affreux comme produit, ça ne marchait pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on a revu ça. On a créé le produit aujourd'hui et on a un vrai produit qui est en démonstration dans la salle de démo. Donc, plutôt que d'aller en détail, allez le voir et vous verrez un peu les types d'intégration, etc. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a créé une technologie de runtime qui virtualise l'exécution des fonctions, et tout ça à très haute performance, puisque ça nous permet d'atteindre 2 millisecondes en temps de démarrage à froid et 6 microsecondes à chaud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous garantit qu'on est la plateforme qui met le moins de temps à instancier votre code, parce que le provider qui met du temps à instancier, vous payez ce temps-là. Mais là, l'overhead, il est tellement léger qu'en fait, vous n'allez payer que l'exécution de votre code, pas l'overhead provider. Donc on considère qu'on est assez juste là-dessus. Rapidement, des use cases pour ça, ça va être soit du processing de data, soit éventuellement de l'inférence as a service basée sur du FAS en IA. On a beaucoup de use cases qui sont en train d'arriver dans le FAS, qui en fait rencontrent le marché tel qu'il est en train de se processer. C'est hyper intéressant et c'est la bonne surprise en fait de la création de ce marché-là. Oui, tu as aussi des gens qui ont des architectures fonctionnelles, 100% fonction as a service, et parfois c'est même assez étonnant. Enfin, de la typologie client qui font ça. CKE qui est notre Clever Kubernetes Engine. On va être très clair, on croit toujours au modèle de PaaS. On croit toujours que pour livrer une application, le meilleur moyen, c'est du PaaS, parce que l'expérience pour un développeur, l'API pour un développeur, c'est Git. Pour autant, pourquoi on a développé ce produit-là?
parce qu'on reconnaît dans Cube la capacité pour un éditeur de distribuer sa solution sur laquelle vous allez en bénéficier, et que là-dessus, puisqu'on vous nous avez demandé d'aller plus loin que le pass, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix puisque c'est devenu un standard de marché pour distribuer des architectures, et donc c'est quelque chose qu'on a développé, qui est déjà fonctionnel, qui est déjà testé par nos premiers clients, qui sont au travers du projet collaboratif pour lequel on l'a développé, et donc on a déjà des gens qui sont dessus aujourd'hui. Il nous manque 2-3 choses à développer pour arriver à maturité publique bêta, notamment l'intégration au load balancer et la base de données qui est derrière. Si vous avez des questions un peu spécifiques, venez me voir à la fin. Je pense qu'on va aller un peu plus vite. Et il y a une démo également de Cube, en haut toujours, donc n'hésitez pas, si c'est un sujet qui vous intéresse. Materia. Alors Materia, on est aussi très fiers de ce produit-là, Materia. Les gens nous ont un peu regardé avec des grands yeux en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais comment vous faites ça? Enfin, c'est à votre portée. Et en fait, oui, pourquoi pas. Et je ne vais pas aller trop en détail là-dessus. Tout ce que vous pouvez savoir, c'est que c'est une base de données serverless. Donc on a écrit notre propre base de données avec les différentes typologies de stockage, que ce soit clé valeur, le document, le SQL, etc. Aujourd'hui, on fournit déjà l'API en clé valeur. Compatibilité Redis, Valky. Valky. Qui est passé Valky, tiens d'ailleurs, Redis, Valky. Valky à 2, 3, ok. Donc, on est très fiers de ce produit-là. C'est un produit de très haute ingénierie. Il y a un talk dédié demain 14 h dessus. Donc je vous invite à aller le suivre si c'est un produit qui vous intéresse. Globalement, sur l'état du marché, c'est comparable à du DynamoDB chez Amazon, à du Firebase chez Google. On est dans ces produits-là. Donc si c'est un produit qui vous intéresse, venez le voir. Pour ce produit-là, on avait un sponsor qui était l'ANSSI. L'ANSSI est venu nous voir. Peut-être que je vais dire ce que ça veut dire. KMS veut dire Key Management System. C'est le truc dans lequel vous codez les clés de chiffrement. Vos secrets, c'est le coffre-fort. L'ANSSI est venu nous voir en disant voilà, on a besoin d'un cloud, on aimerait un KMS, mais nous, on a tous nos développeurs qui ont l'habitude de bosser avec HashiCorp Vault. Le problème, c'est que la licence HashiCorp Vault, elle n'est pas compatible cloud. Et du coup, on leur a dit en fait, alors nous, on a Materia en DB transactionnel qui nous permet de faire des choses. On va regarder l'API Vault, on revient vous voir. On est revenu les voir, on a dit c'est pas si compliqué, c'est du HTTP, on peut vous l'implémenter. Et on a créé Clever KMS, donc qui tourne sur Materia. C'est un produit global à Clever, qui aura ses intégrations un peu partout. Et donc, ça vous permet d'avoir du Vault as a service, de manière transactionnelle, élastique, paiement à la conso. Et qui permet vraiment d'aller stocker la totalité de ces clés. C'est ça. Vous avez une API qui est connue. Donc, comme on fait toujours dans Materia, une API qui est connue, un protocole qui est connu, et une exposition qui, elle, est planet scale avec quelque chose qui est rack aware, region aware, capable de scaler de façon extrêmement large et qui a une capacité à déborder. Aujourd'hui, on utilise, nous, déjà Materia pour tout le stockage de toute l'observabilité. Donc, c'est un truc qui prend des centaines de gigas à l'heure de data. Donc, c'est stable. Oui. On a développé également cette année beaucoup de partenariats, notamment qui sont disponibles et visibles via la marketplace. Le premier avec CloudAppim, CloudAppim représenté ici par Mathieu Ancelin. Est-ce que Mathieu, tu es par là, qu'on te voit? Là-bas. Donc Mathieu qui a bossé sur l'intégration d'Autoroshi. Donc si vous avez des questions et que le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. On a également bossé avec Please Open It, représenté par Mathieu Pasneau, pour le coup, qui est là. Donc, si jamais vous avez des sujets qui cloquent et il y a des démonstrations, j'en profite aussi pour le dire. Ou si jamais vous avez codé votre propre système d'identification et que vous voulez vous le faire casser, vous pouvez demander à Mathieu de le casser. C'est ça. On a également l'intégration d'Azimut. Alors, Loïc, je ne sais pas si tu es par là. Il est peut-être en démo là-haut. Mais du coup, Azimut, c'est un logiciel qui permet de visualiser ses schémas, ses bases de données, etc. Donc c'est très intéressant. Et on a David Sferuza. Est-ce que tu es là, David? Là-bas, qui nous a fait l'intégration de Metabase. Donc si vous êtes intéressé par de l'analytique, pour justement faire un peu de supervision métier, etc. De BI. De BI. N'hésitez pas
à contacter ou à aller voir David, qui se fera un plaisir de vous faire la démo également, si besoin. Donc après des années avec une marketplace qui traînait un peu des pieds, on est content de vous dire que là, c'est bon. On est en train d'intégrer enfin de plus en plus de produits dans la marketplace, ce qui veut dire que si vous avez des produits à intégrer, ça nous intéresse et qu'on a les équipes capables de les prendre en charge. Vous vous rapprochez de Jean-Baptiste Piacentino, qui était le monsieur gentil qui était assis là tout à l'heure. Quand tu dis gentil, il est gentil ou il est très gentil? Il est très gentil. Il y a un autre produit qu'on est en train de développer qui ne va pas tarder à sortir parce que c'est quasi prêt, mais c'est la notion d'hypervisor as a service. Alors ce matin, il y avait Vates qui était représenté sur la table ronde. Et en fait, ce que fait cet hypervisor as a service, le premier produit, c'est justement du Vates as a service, enfin, du XCPNG. Et donc, ça vous permet d'avoir du Xen qui tourne nativement sur Clever, avec du coup une notion de private cloud, donc de IaaS, qui tourne nativement sur Clever. Et qui peut importer des workloads VMware à la volée. Si jamais il y avait des migrations à faire, VMware. Et il y a un talk dédié demain. C'est vrai. Les network groups. Alors ça, c'est pareil, ça fait partie de la légende. Les network groups fonctionnent maintenant. Ils étaient en démonstration ce matin. Non. Ça fait près de 10 ans que je les annonce, donc... Moi, avant que je n'arrive, Quentin m'avait briefé, il m'a dit « Bon, mais les network groups, ce sera plié avant que tu arrives. » Ça y est, c'est là. Globalement, ce qui est important, c'est que toute l'architecture réseau de Clever repose sur deux concepts. Le premier, c'est qu'il y a un overlay et un underlay. L'underlay, il fait le commit de paquets. Il est très con. Ce qui nous a permis une chose, c'est que dans nos infrastructures, en fait, on a dégagé le network OS des switches pour mettre le nôtre. Donc c'est quand même un truc qui est vachement bien pour notamment virer les backdoors de fournisseurs qui ne seraient pas français, par exemple. Et pour improver la qualité, puis par ailleurs c'était moins chiant pour nous à manager, donc c'était pratique. La deuxième chose, c'est que tu as l'overlay qui va lui faire le routing logique de paquets pour générer un LAN potentiellement entre des régions. Ce qui veut dire que votre multi-cloud networking fonctionne. Vous pouvez avoir des applications déployées sur un Clever Cloud AWS, OVH, Scaleway et sur le Clever Cloud qui vont correspondre tout ensemble et y compris, pourquoi pas, avec un point d'entrée dans votre réseau qui est par exemple sur votre AS400 et qui vous permet de faire communiquer l'ensemble des choses. Donc on a un niveau de réseau logique et ensuite un niveau de réseau effectif. C'est comme ça qu'on a découpé les deux. Et c'est pour ça que nous, par exemple, on était capable d'être versatile dès le début, parce que la plupart des cloud providers sont loqués en fait, au niveau du réseau dans leur capacité de gestion, alors que nous, la gestion du réseau étant découpée en deux, overlay et underlay, ce que j'explique dans un talk que j'ai donné à Devox Luxembourg, si ma mémoire est bonne, ça nous permet en fait, d'être complètement versatile sur ce point-là. Après des années de galère sur ce produit-là, soyons quand même honnêtes, le truc est stable, et fonctionne déjà en privé chez nous depuis des mois, sans déconner. Et donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est bon, les problèmes de réseau, les problèmes de policy réseau, etc., sont over. On a réglé le problème, ça arrive dans la console au plus vite, et c'est déjà dans la CLI. Et en logique de Eat Your Own Food, c'est comme ça que Mathieu Pasneau a fait l'intégration des réplications de sessions au sein de Keycloak, pour justement avoir un modèle scalable à l'échelle, etc. Donc, ça y est, ça fonctionne. Ce qu'on n'a pas mis là, mais qui est permis, c'est aussi de dire qu'en fait, comme c'est du chiffré et compatible WireGuard, vous pouvez aussi rejoindre le réseau privé depuis votre laptop. Ce qui vous permet de vous mettre dans un environnement, d'imaginer que sur, mettons une application, vous ayez un port, par exemple, d'administration, vous pourriez accéder à ce port-là via le tunnel. Et donc, de façon logique, nous allons permettre de débrancher les applications et les bases de données Clever de leur accès au Internet, même si elles étaient déjà proxifiées. On va permettre de les débrancher du web pour n'y accéder que à travers un network group et par exemple mettre un load balancer Autoroshi devant ou un web application firewall, etc., etc. Ce qui va vous permettre de complètement isoler des applications et des bases de données si vous le voulez. Voilà. Donc, comme vous le constatez, en fait, si on prend un peu de recul là-dessus, on se dit qu'effectivement, le catalogue de services de Clever s'est très largement étoffé. Et pour être honnête, c'est vrai que la console aujourd'hui ne le reflète pas. Et c'est pour ça qu'on a des travaux en cours pour justement vous permettre de mieux exploiter toutes les capacités du produit
Oui, il manque des icônes. Désolé, je n'ai pas eu le temps de finir. Donc voilà, si on prend un peu de recul là-dessus, c'est ce qu'on a fait pour passer du PaaS vers le Everything as a Service, compléter l'offre de service de Clever. Il y a d'autres choses qui vont arriver, on a quelques surprises. On vous rappelle, tout ce qu'on vous a présenté là fonctionne soit sur le cloud de Clever, soit on-premise, soit dans le cloud des autres, soit en Edge. Et enfin, puisque on serait rien sans les gens qui bossent dessus, n'est-ce pas? Et souvent, vous pouvez interagir avec eux aussi via le support, puisqu'on aime bien mettre nos ingénieurs via le support pour qu'ils soient aussi au contact de nos clients, de nos utilisateurs. Et on s'est organisé en équipe fonctionnelle pour réaliser tout ça. Donc c'est notre tambouille interne, ça ne vous intéresse pas forcément. Mais du coup, ça nous permet d'adresser les différents sujets avec les différentes équipes en fonction. Ça a été un gros boulot sur les derniers mois et les dernières années, à la fois d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue structuration d'équipe. Aujourd'hui, on est capable de repasser à une autre échelle encore, puisqu'on a aussi des engineering managers qui permettent d'accueillir à nouveau des juniors, etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et rendez-vous, je sais pas, à 500, quoi. Pour conclure, pendant 10-15 ans, Clever a automatisé la mise en production pour les développeurs. C'était ça notre métier, c'était ça notre mission, c'était de fournir une meilleure expérience pour les développeurs. Aujourd'hui, on élargit ça et on adresse toutes les problématiques SI des entreprises. Et notre but, c'est d'avoir la même ADN, la même mission, et de se dire qu'on doit, pareil que pour la production de plateforme, et l'automatisation qu'on a mis pour les développeurs, vous fournir les outils et l'automatisation pour le tooling de dev, le FinOps, l'analytique, les outils de définition méthode d'architecture logicielle, la gestion de la sécurité, de la conformité, etc. Toutes ces composantes-là qui sont présentes au sein des DSI, c'est notre nouvelle mission et c'est de l'automatiser tel qu'on a pu le faire dans le passé pour la production d'IT. Et merci. Merci beaucoup pour votre attention. C'est quoi après? Vas-y, après.